Notre mission est plus grande qu'un simple vol, plus grande que chaque fusée, plus grande que chaque nom inscrit sur une plaque de mission. Nous voulons percer les secrets les plus profonds de l'univers, non seulement pour les comprendre, mais pour transformer fondamentalement l'avenir de l'humanité dans l'aéronautique et l'espace. Et si tu veux découvrir ce qui se cache réellement derrière cette histoire, reste absolument jusqu'à la fin, abonne-toi à la chaîne et écris-moi en commentaire si tu crois que la Lune est vraiment aussi silencieuse qu'on nous l'a raconté pendant des décennies. Artemis nous rappelle que les chapitres les plus fascinants de notre histoire ne sont peut-être même pas encore écrits. Une nouvelle ère commence, une nouvelle frontière devient visible. Et pourtant, une question se pose, une question qui éclipse tout le reste. Le 6 avril 2026, 4 astronautes volent à bord de la capsule Orion au-dessus de la face cachée de la Lune. Ils évoluent à environ 115 km d'altitude au-dessus d'un paysage qu'aucun être humain n'a vu de ses propres yeux depuis des générations. Sous eux s'étend un monde qui devrait être calme, gris et sans vie. Du moins, c'est l'histoire que nous connaissons depuis des décennies. Mais ce qu'ils voient ne correspond pas à cette histoire. À travers les fenêtres d'Orion, une vision se déploie qui remet tout en question. Une éclipse solaire gigantesque se dessine dans l'espace, un cercle noir devant une lumière aveuglante, entouré d'un halo froid et éclatant. En même temps, des éclairs lumineux traversent la surface lunaire, des impacts, des explosions. Plusieurs météores frappent le sol en un laps de temps très court, déchirant la surface supposément silencieuse. Dans l'immense bassin du pôle sud Aitken, les astronautes découvrent quelque chose d'encore plus étrange. Une faible lueur verdâtre s'élève de l'obscurité. Aucun objet clair, aucune origine définie, seulement une couleur qui ne devrait pas être là. Une couleur que même des caméras haute résolution n'ont jamais pu capturer clairement pendant des années. Et puis, quelque chose se produit qui rend la situation encore plus troublante. La communication avec la Terre est interrompue. Pendant 40 minutes, un silence absolu règne. Aucun contact radio, aucune donnée, aucune image. Toute l'humanité attend à cet instant. Des millions de personnes suivent la mission. Scientifiques, ingénieurs, observateurs, tous fixent leurs écrans sans rien entendre. Ces 40 minutes semblent plus longues que des décennies. Et lorsque la connexion revient enfin, plus rien n'est comme avant. Car soudain, une question simple mais inquiétante apparaît. Si la Lune est vraiment cet endroit calme et mort où le programme Apollo a atterri 6 fois il y a plus de 50 ans, pourquoi semble-t-elle maintenant si imprévisible? Pourquoi paraît-elle soudain active, presque hostile? Et pourquoi une mission équipée de la technologie la plus avancée jamais construite choisit-elle délibérément de ne même pas tenter un atterrissage? Qu'ont-ils réellement vu là-haut? Et plus important encore, que ne nous dit-on peut-être pas? Ah, c'est un amérissage. Envoyez la commande post-amérissage. Amérissage confirmé. Nous avons l'amérissage. En attente de confirmation. Amérissage confirmé à 19h07. Le 11 avril 2026, la capsule revient sur Terre, mais elle ramène avec elle plus que 4 astronautes. Elle ramène une histoire qui pourrait changer tout ce que nous pensons savoir sur la Lune. 53 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour que des humains voient à nouveau la Lune de près. Et maintenant, après cette longue pause, 4 astronautes rapportent des observations qui ne correspondent pas à ce que les générations précédentes ont appris. Pour la première fois, des humains voient à nouveau directement la face cachée de la Lune de leurs propres yeux. Pas d'image différée, pas de filtre, mais une vue immédiate à travers une fenêtre dans l'espace. Et c'est précisément là que le doute commence. Car ce qu'ils décrivent ne contredit pas seulement des détails. Cela contredit toute l'image que nous avions de la Lune. Au cœur du bassin du pôle sud Aitken, l'un des cratères, d'impact les plus anciens et les plus vastes du système solaire, ils observent une faible lueur verte, mais clairement visible. Elle ne semble pas être un simple reflet. Elle paraît localisée, presque comme une source. Et pourtant, elle ne correspond à aucun processus géologique connu sur la Lune. Les choses deviennent encore plus étranges dans la région de marée orientale. Là, les astronautes décrivent des structures qui ressemblent à des formes brisées, argentées et brillantes. Elles reflètent la lumière d'une manière inhabituelle. Leurs ombres sont extrêmement nettes et fines, presque artificiellement précises. Rien ne rappelle le régolithe poussiéreux que l'on connaît des missions précédentes. Et comme si cela ne suffisait pas, la Lune elle-même semble réagir à leur présence. En quelques minutes, ils observent plusieurs impacts. Des éclairs lumineux traversent l'obscurité, suivis de nuages de poussière qui s'élèvent. En même temps, une nouvelle éclipse solaire se forme, encore plus intense, plus saisissante. Tous ces événements se produisent dans un laps de temps très court,
alors qu'Orion passe derrière la Lune. Lorsque les premiers rapports atteignent la Terre, les médias réagissent immédiatement. Les titres parlent d'une nouvelle ère de découverte, d'un tournant dans l'exploration spatiale, de révélations qui pourraient tout changer. Mais dès que l'on compare ces événements au passé, une contradiction étrange apparaît. Entre 1969 et 1972, 6 missions du programme Apollo ont atterri avec succès sur la surface lunaire. 12 astronautes ont marché sur le sol. Ils ont collecté des échantillons, mené des expériences et sont revenus en toute sécurité. La technologie utilisée à l'époque était, selon les standards actuels, étonnamment simple. Les ordinateurs embarqués fonctionnaient avec une puissance bien inférieure à celle des appareils modernes. Quelques kilo-octets de mémoire seulement. Et pourtant, ils ont réussi à naviguer avec précision, à atterrir et à repartir. À l'époque, la Lune était décrite comme calme, stable, prévisible. Les impacts de météorites étaient pris en compte, mais pas considérés comme une menace majeure pour un atterrissage. Et maintenant, plus d'un demi-siècle plus tard, l'humanité dispose de technologies bien plus avancées, capteurs sophistiqués, bases de données massives, systèmes d'analyse détaillés de la surface, issus de missions comme le Lunar Reconnaissance Orbiter et de projets internationaux. Et pourtant, Artemis II choisit de ne pas atterrir. Aucun module n'est déployé, aucun pied ne touche le sol. Même une orbite stable n'est pas maintenue longtemps. La mission s'approche, observe à distance, puis repart. Le contraste est frappant. Si les systèmes limités des années 60 suffisaient pour atterrir en toute sécurité, pourquoi la technologie moderne agit-elle avec autant de prudence? Pourquoi donne-t-elle l'impression que la Lune est soudain devenue trop dangereuse? La décision de simplement survoler ouvre une nouvelle perspective. Peut-être que ce que voit l'équipage dépasse une simple anomalie. Peut-être que c'est le début d'une nouvelle compréhension ou l'indice que quelque chose n'a jamais été entièrement expliqué. Si aujourd'hui les humains se contentent d'observer à distance, alors la signification du passé change. Les atterrissages apparemment simples de la guerre froide paraissent soudain moins évidents. Et c'est précisément là qu'une nouvelle question apparaît. Artemis est-elle vraiment un pas en avant? Ou est-ce une mission qui révèle une limite qu'il ne faut pas franchir? Pour comprendre cette question, il faut examiner de plus près l'aspect technique de la mission. Car s'il existe une raison pour laquelle aucun atterrissage n'a eu lieu, elle devrait se trouver quelque part dans la conception, la planification ou les capacités des systèmes. Mais c'est précisément là qu'apparaît la contradiction suivante. En 2026, l'exploration spatiale n'en est plus à ses débuts. Ce n'est plus un domaine expérimental où chaque mission représente un saut dans l'inconnu. Elle est devenue un ensemble hautement précis de technologies, de calculs et d'expériences. Au centre de cette évolution se trouve le Space Launch System, un lanceur qui s'élève de la Terre avec une puissance immense et dépasse tout ce qui existait auparavant. Son seul objectif est d'envoyer d'énormes charges dans l'espace. Avec une poussée au décollage supérieure même à celle du légendaire Saturn V, il quitte la rampe de lancement et emporte vers le ciel l'avenir du vol habité. Mais ce système ne se distingue pas seulement par sa force brute, il se distingue par son contrôle. Des milliers de capteurs surveillent chaque seconde l'état de la fusée. Température, pression, contrainte, trajectoire, tout est analysé en temps réel. Un réseau complexe d'ordinateurs prend constamment des décisions, ajuste les paramètres et veille à ce que chaque moment du vol reste dans les limites prévues. Au sommet de ce système se trouve le véritable cœur de la mission, la capsule Orion. Orion n'est pas une simple évolution des anciens vaisseaux spatiaux. C'est un environnement entièrement autonome, conçu pour maintenir des humains en vie pendant de longues périodes dans l'espace profond. Son bouclier thermique est prévu pour résister à des températures extrêmes lors de la rentrée atmosphérique. Ces systèmes régulent l'air, recyclent l'eau et protègent l'équipage contre les radiations. À l'intérieur de cette capsule se trouve un équipage parmi les plus expérimentés jamais envoyés dans l'espace. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen ne sont pas des débutants. Ils ont passé des années à s'entraîner, à accomplir des missions, à gérer des situations critiques. Ils sont capables de naviguer manuellement, de réparer des systèmes et de prendre des décisions dont peuvent dépendre des vies. Tout cela mène à une conclusion évidente. L'humanité possède les moyens techniques. Les systèmes sont suffisamment puissants. Les astronautes sont préparés. Il n'existe aucune raison technique évidente qui rendrait un atterrissage impossible. Et c'est justement pour cela que la décision de ne pas atterrir paraît si étrange. Car toutes ces capacités, tous ces milliards investis, toute cette préparation, tout cela a finalement servi un seul objectif: s'approcher, observer, puis disparaître. L'écart entre ce qui semble possible et ce qui a réellement été fait
est frappant. C'est comme construire un véhicule capable d'affronter tous les terrains pour ne le conduire ensuite que sur une route droite. À ce stade, la question change. Il ne s'agit plus de savoir si un atterrissage aurait été possible. Il s'agit de comprendre pourquoi il n'était pas prévu. L'explication officielle renvoie à un concept de mécanique céleste appelé trajectoire de retour libre. Ce principe décrit une trajectoire calculée de manière à ce qu'un vaisseau spatial, après avoir survolé la Lune, revienne automatiquement vers la Terre, même si aucun moteur supplémentaire n'est utilisé. L'idée est simple et élégante. Après le lancement, Orion est placé sur une trajectoire parfaitement ajustée. L'angle et la vitesse sont choisis de façon à ce que la gravité lunaire capte le vaisseau, modifie sa direction, puis le renvoie vers la Terre. Aucun carburant supplémentaire n'est nécessaire, aucun pilotage actif. Les lois de la physique prennent les commandes. À première vue, cela ressemble à un système de sécurité parfait. Une sorte de filet invisible qui protège l'équipage et garantit son retour en cas d'urgence. Mais en regardant de plus près, ce concept révèle une autre face, car cette trajectoire n'est pas seulement une protection, c'est aussi une limite. Une fois Orion engagé sur cette trajectoire, chaque mouvement devient prévisible. Altitude, vitesse, distance à la surface. Tout suit un calcul fixe. Les écarts sont presque impossibles sans modifier toute l'architecture de la mission. Cela signifie aussi que l'équipage n'a aucune liberté pour réagir spontanément. S'il découvre quelque chose qui mériterait d'être observé de plus près, il ne peut pas simplement changer de trajectoire et descendre plus bas. S'il veut examiner un endroit précis, il n'a pas la possibilité de s'en approcher réellement. Les astronautes deviennent des observateurs sur une route imposée. Leur perspective est prédéfinie, leur angle de vue est limité. Et même si cela est présenté comme une mesure de sécurité, une impression différente apparaît. Cette limitation ne protège pas seulement, elle détermine aussi ce qui peut être vu, et peut-être aussi ce qui ne peut pas l'être. Pendant qu'Orion continue de glisser dans l'obscurité de l'espace, le centre de contrôle annonce un nouveau jalon. La distance avec la Terre atteint un record. Plus de 252 000 miles séparent désormais l'équipage de sa planète d'origine. Jamais un humain n'a voyagé aussi loin. Les titres célèbrent ce moment comme un progrès historique. Mais derrière ce chiffre se cache une autre perspective. Pour atteindre cette distance, la capsule suit une large courbe autour de la face cachée de la Lune. Elle s'éloigne volontairement de la face visible depuis la Terre, celle où se trouvent tournés tous les sites d'atterrissage connus. Des lieux comme la mer de la Tranquillité d'Apollo 11 ou les hautes terres d'Apollo 16 restent totalement hors de vue. L'équipage va plus loin que toutes les générations précédentes et se trouve en même temps plus éloigné que jamais des points connus. Cela crée un contraste étrange, car tandis que les lieux familiers disparaissent, de nouvelles apparitions prennent le devant de la scène. Sur la face cachée de la Lune, les astronautes voient qu'elle signale encore des phénomènes inhabituels. La lueur verte dans le bassin du pôle sud-Aitken semble plus intense, plus nette qu'auparavant. Dans la région de Mare orientale, les structures argentées paraissent s'étendre sur de plus grandes surfaces. Et cela soulève une question essentielle. Pourquoi ces phénomènes n'ont-ils pas été clairement documentés au cours des années précédentes? Des missions comme le Lunar Reconnaissance Orbiter ont cartographié la surface lunaire pendant longtemps avec une haute résolution. Des données ont été collectées, analysées, comparées. Et pourtant, ces observations frappantes n'apparaissent clairement que maintenant, au moment où des humains sont à nouveau présents. Le moment semble troublant, presque comme si la perception changeait dès qu'un regard direct devenait possible. La distance avec la Terre continue d'augmenter, et avec elle augmente aussi la distance avec tout ce que l'on croyait établi. Le record est célébré, mais la mission s'éloigne en même temps de toute possibilité de confirmer ou de vérifier les lieux connus. À leur place apparaît un nouveau décor, un décor qui soulève des questions. Et puis Orion atteint un point où toute communication avec la Terre s'interrompt. La face cachée de la Lune se trouve entre la capsule et notre planète. Sa masse bloque tous les signaux radio. Pendant environ 40 minutes, l'équipage disparaît de toute communication. Sur Terre, cette phase est présentée comme un moment critique. Les écrans affichent des comptes à rebours. Les commentateurs parlent d'une épreuve pour les nerfs. Le monde entier regarde, suspendu. Mais vu sous un autre angle, cette phase crée un espace fermé, une période sans transmission de données, sans voix, sans images. Tout ce qui se passe durant ces minutes reste d'abord à l'intérieur de la capsule. Ce n'est que lorsque le signal revient que commence la phase suivante. Et elle ne commence pas par des détails techniques, elle commence par une émotion. Sur les transmissions, on entend des voix agitées, les astronautes décrivent des éclairs de lumière à la surface. Plusieurs impacts en succession rapide. 4 événements en très peu de temps, tous visibles depuis l'orbite. Des explosions lumineuses déchirent l'obscurité. De la poussière s'élève, des bords de cratères sont frappés. La scène semble intense, presque irréelle. D'un point de vue statistique,
Une telle accumulation paraît inhabituelle. 4 impacts clairement visibles en si peu de temps. Dans la même zone, précisément au moment où une mission habitée passe à proximité, cela soulève des questions. Pas nécessairement sur la réalité des événements, mais sur la manière dont ils s'intègrent dans l'ensemble. Car ces impressions remplissent une fonction. Elles modifient la perception. La Lune n'apparaît plus comme une surface calme et prévisible. Elle semble active, instable, potentiellement dangereuse. La décision de ne pas atterrir prend alors une nouvelle dimension. Elle paraît prudente, responsable, presque inévitable. Les 40 minutes de silence, suivies de ces images, construisent une histoire facile à comprendre, une histoire qui explique pourquoi l'on garde ses distances. Et pendant que ces impressions sont assimilées, un autre spectacle se déploie dans le ciel. Une éclipse solaire totale, observée depuis les profondeurs de l'espace. Un cercle noir devant une lumière éclatante, entouré d'un anneau parfait et froid. Beauté et menace coexistent dans cet instant. Les astronautes flottent entre ces impressions, entre émerveillement et tension, entre observation et interprétation. Lorsque Victor Glover prend finalement la parole et décrit la scène comme presque inimaginable, il y a dans sa voix plus que de la fascination, une nuance difficile à définir, comme s'il voyait quelque chose qui dépasse les mots, ou quelque chose qui résiste à toute classification. Et c'est précisément à cet instant que le rôle de l'équipage commence à changer. Ils ne sont plus seulement des observateurs, ils deviennent les messagers d'une histoire qui retourne vers la Terre. Alors qu'Orion entame son trajet de retour, la dynamique évolue sensiblement. La phase d'observation directe laisse place à une phase de narration. Ce qui était vu à travers des hublots est désormais transmis par des mots, et ces mots atteignent un monde attentif. Les retransmissions commencent à être diffusées dans le monde entier. Des millions de personnes suivent chaque déclaration, chaque réaction. Les voix de l'équipage semblent contrôlées, calmes, presque routinières. Et pourtant, sous cette surface, une tension persiste. Christina Koch détend brièvement l'atmosphère avec une remarque légère. Elle dit qu'elle devra peut-être changer de chaussettes. Un moment presque banal. Un rire retentit depuis le centre de contrôle. Pendant un instant, tout paraît normal. Puis une voix issue de la sphère politique se fait entendre. L'équipage est décrit comme un modèle, un symbole de progrès, des pionniers. Les mots sont solennels, soigneusement choisis. Ensuite, une autre voix intervient, une voix chargée d'histoire. Jim Lovell s'adresse à l'équipage et leur souhaite symboliquement la bienvenue à la maison. Ces paroles créent un lien entre passé et présent, entre les débuts de l'exploration spatiale et ce moment précis. À première vue, tout cela semble naturel. Mais en observant de plus près, un schéma apparaît. La légèreté de l'équipage crée de la proximité. La reconnaissance politique apporte de l'autorité. La voix du passé donne de la profondeur. Ensemble, ces éléments construisent un récit. Un récit qui ne se contente pas d'informer, mais qui interprète. Les 4 astronautes parlent, réagissent, décrivent. Leurs mots sont clairs, structurés. Ils racontent ce qu'ils ont vu, et en même temps, une image globale se forme. Leur rôle a définitivement changé. Ils ne sont plus seulement témoins, ils deviennent acteurs de la perception. Leurs paroles influencent la manière dont ces événements seront compris. Alors qu'Orion se rapproche de la Terre, l'attention se concentre entièrement sur cette narration. Les images sont sélectionnées, les séquences montées, les données analysées. Ce qui était une expérience brute devient un rapport cohérent. Puis vient le retour. La capsule pénètre dans l'atmosphère protégée par son bouclier thermique. Elle ralentit, traverse les couches supérieures de l'air et descend vers l'océan. Finalement, elle touche la surface du Pacifique. La mission est officiellement terminée. Mais en réalité, une nouvelle phase commence. Car immédiatement après l'amérissage, toutes les données collectées sont transmises. Des milliers d'images, des heures d'enregistrement, des mesures techniques, tout est envoyé vers des centres de recherche et d'analyse. Là commence un processus moins visible. Les impressions de l'équipage sont étudiées, leurs observations sont intégrées dans des modèles, des rapports sont rédigés pour tenter d'inscrire ce qui a été vu dans des cadres scientifiques existants. Et quelque chose d'intéressant se produit. Les perceptions subjectives deviennent progressivement des hypothèses objectives. La lueur verte devient un phénomène étudié. Les impacts de météorites sont intégrés dans des modèles. 2 risques. Les 40 minutes sans communication sont simulées, analysées. La science commence à s'ajuster, pas brutalement, mais lentement. Et cet ajustement a des conséquences. Car lorsque de nouveaux risques sont envisagés, la planification des futures missions change. Un atterrissage n'est pas immédiatement prévu. Au contraire, davantage d'analyses sont demandées, plus de données, plus de temps, plus de prudence. Fait notable, les régions associées aux anciens atterrissages ne sont pas immédiatement revisitées. Les priorités changent.
Et ainsi, une mission censée préparer le retour sur la surface lunaire soulève au contraire de nouvelles interrogations. Des questions qui ne trouvent pas de réponse immédiate. Des questions qui exigent du temps. Du temps. Et pendant que ce temps passe, une impression s'installe. Que la distance est peut-être nécessaire. Que la prudence est justifiée. Que certains endroits ne peuvent pas être explorés à nouveau si facilement. Que cela soit un processus scientifique normal ou le résultat d'une interprétation prudente, cela reste ouvert. Mais une chose est certaine, l'histoire a changé, et elle n'est pas encore terminée. Alors que le monde assimile les images et que les voix de l'équipage continuent de résonner, une vision globale commence à émerger. Pas une révélation brutale, mais une transformation silencieuse. Ce qui semblait certain devient incertain. Ce qui paraissait évident devient plus complexe. Les données d'Artemis 2 sont examinées dans le monde entier. Chaque détail est analysé, comparé, intégré. Les modèles évoluent, les simulations sont recalculées, car chaque nouvelle hypothèse modifie l'avenir. Si les impacts de météorites sont jugés plus fréquents, la planification change. Si certains phénomènes restent inexpliqués, la prudence augmente. Si les interruptions de communication sont critiques, les missions futures en tiennent compte. Ainsi se construit, pas à pas, une nouvelle base. Une base qui ne s'impose pas brutalement, mais qui s'installe progressivement. Une base qui explique les décisions sans toujours les remettre en question. La prochaine grande étape, un nouvel atterrissage, ne se rapproche pas. Elle recule, pas annulée, mais reportée. Encore des tests, encore des analyses, encore des précautions. Et pourtant, un sentiment persiste. Quelque chose échappe encore à la compréhension. Les témoignages de l'équipage restent là. La lueur verte, les impacts, les 40 minutes de silence. Documentés, décrits, mais pas entièrement expliquées. Le public accepte les explications parce qu'elles semblent cohérentes. La science poursuit son travail parce qu'elle cherche des réponses. Et entre ces deux mondes, subsiste un espace silencieux, un espace rempli de questions. Peut-être est-ce là l'essence même de la découverte. Peut-être est-il inévitable que chaque mission soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Mais ici, cela semble différent, car en parallèle subsiste le souvenir des succès passés. Apollo Programme. Une époque où marcher sur la Lune semblait être l'étape suivante logique. Aujourd'hui, cette logique paraît moins évidente. Et c'est précisément là que réside le véritable sens de cette histoire. Pas dans une réponse définitive, mais dans l'évolution des questions. Que signifie réellement connaître un lieu? Est-ce suffisant d'y être allé une fois, ou faut-il sans cesse le redécouvrir? La mission de 2026 n'a pas apporté de conclusion claire. Elle n'a pas livré de vérité absolue. Elle a fait autre chose. Elle a introduit le doute, non pas comme une menace, mais comme un moteur. Peut-être que le prochain pas de l'humanité se trouve justement là, non pas dans un retour immédiat, mais dans une compréhension plus profonde. La Lune est toujours là, silencieuse dans le ciel, et pourtant notre regard sur elle a changé. Est-elle vraiment aussi calme que nous l'avons longtemps cru, ou cache-t-elle des secrets que nous commençons à peine à percevoir? La réponse reste ouverte, et peut-être que c'est précisément cette incertitude qui nous y ramènera un jour, pas par habitude, mais par véritable compréhension.